J'aimerais donner la bienvenue à tout le monde dans les séries d'ateliers d'entrepreneuriat vert. Ce sont les premiers ateliers que nous aurons le mois de mars. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet de l'entrepreneuriat vert et j'aurai l'occasion de me présenter dans quelques secondes. A land J'aimerais qu'on acknowledgement. This réfléchisse et qu'on fasse une reconnaissance de la terre. recognizes the lands and the indigenous peoples whose Il s'agit de territory reconnaître les territoires des peuples autochtones que nous occupons. this particular event is being hosted by, among others, the University of Cet Waterloo. événement en particulier aura lieu et donc j'aimerais vous dire que l'Université de Waterloo est située dans les territoires traditionnels des Neutres, des Anishinaabe et des Haudenosaunee. Et en fait, l'Université de Waterloo est située dans la Haldimand Tract, c'est-à-dire cette terre qui a été promise aux 6 nations, qui inclut les 6 000 de chaque côté de la rivière. On aimerait donc se rappeler des sacrifices et des différents efforts des personnes des peuples autochtones. Donc, nous allons commencer cette séance. Comme je l'avais dit, je suis Brooke Dickinson. Je suis le maître de cérémonie et le modérateur aujourd'hui dans cet atelier. Donc, je travaille dans la faculté de l'environnement de l'Université de Waterloo. Aujourd'hui, nous aurons plusieurs participations pendant cette séance. Cette session durera 90 minutes et donc, même si on ne peut pas écouter votre voix, il y a une fonction de chatbox pour que vous puissiez vous présenter. Après, on continuera avec une séance de questions-réponses et on pourra poser des questions à tous les présentateurs. Donc, il y a un autre écran qui, en fait, est séparé du chatbox que vous pouvez utiliser. C'est en fait une section où vous pouvez poser vos questions et vous pourrez recevoir vos réponses. On aimerait vous dire que les langues utilisées pendant cette séance changeront et alors, vous pouvez rechercher l'icône d'interprétation tout en bas de l'écran et choisir la langue de votre préférence. J'aimerais reconnaître qu'il s'agit la deuxième série de ce genre d'atelier que nous avons. La première série a été il y a quelques mois et on est encore une fois ensemble. J'imagine que plusieurs parmi vous ont participé pendant la première série et donc c'est cette première ronde de session en 2020. Nous avons des participants de plus de 70 pays. On est vraiment très enthousiasmés de voir cet intérêt. En plus de cela, nous avons donc l'audience au Canada, les États-Unis et le Mexique. Nous voyons qu'il y a aussi des personnes de l'Inde, 9 personnes de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, de la Colombie. Il s'agit vraiment d'une audience globale. Pour quelques-uns parmi vous, en fait, vous vous connectez au milieu de la nuit, mais on espère que vous avez bien profité de ces séances, de toutes les séances que nous aurons pendant les semaines à venir. Nous avons le partenariat entre l'Université de Waterloo et la Commission pour la coopération environnementale, la CCE. Et donc, nous avons toute cette coordination entre le gouvernement du Canada, du Mexique et des États-Unis. En même temps, nous ne faisons pas ça tout seuls. Nous avons des partenaires qui se trouvent avec nous pour ce réseau d'innovation, d'éco-innovation. Quelques partenaires se trouvent aujourd'hui et nous avons des représentants de ces institutions. On vous remercie de faire partie de ce réseau et évidemment, nous allons partager des informations supplémentaires. À présent, j'ai le grand plaisir
de vous présenter les personnes qui vont donner la bienvenue et qui vont partager quelques paroles avec nous. D'abord, nous avons la docteure Jean Hendry. Jean, en fait, elle travaille dans la faculté de l'environnement à l'université de Waterloo et elle travaille sur la gestion environnementale. Elle est la présidente du réseau pour les solutions durables. Elle réalise les recherches sur le développement durable ainsi que des pratiques. Elle participe aujourd'hui. Elle nous joint depuis l'Ontario. Merci beaucoup, Brock. C'est merveilleux d'être ici parmi vous aujourd'hui et d'avoir cette série d'ateliers. J'aimerais vous dire que je suis vraiment très enthousiasmée par cet atelier sur l'entrepreneuriat vert. Nous sommes vraiment très enthousiastes de pouvoir diffuser toutes ces idées. Et dans le contexte canadien, la région de Waterloo a eu plein de recherches sur l'entrepreneuriat et sur l'innovation, mais aussi dans les domaines des entreprises sociales. Il y a plusieurs défis pour la décennie suivante à cause de la perte de la biodiversité et plusieurs autres sujets. Alors, tous nos énergies d'entrepreneurs doivent se centrer dans ces différents problèmes et défis pour aller vers l'avant, afin d'avoir comme résultat un monde beaucoup plus durable. C'est notre objectif en tant qu'être humain. Alors, ces séries veulent construire et renforcer les compétences, les idées, les outils. Je sais que nous travaillons et nous engageons une nouvelle génération. Alors, il s'agit d'avoir cet espace d'entrepreneuriat vert avec de l'énergie. Il faut savoir où nous nous trouvons. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé pour organiser cet événement. D'abord, on aimerait donc remercier la Commission pour la coopération environnementale puisqu'ils nous ont aidés de façon technique et logistique pour que ce soit une réalité. J'aimerais donc remercier le directeur exécutif. En deuxième lieu, on aimerait reconnaître que les efforts sont beaucoup plus forts lorsque nous travaillons ensemble. Et pour ce réseau de l'éco-innovation, c'est un réseau de centres d'innovation à travers plusieurs institutions dans toute l'Amérique du Nord. J'aimerais remercier tous nos partenaires dans ce réseau. Cela inclut l'Université Laval et Concordia ici au Canada, Sagrado Corazon et l'Université de l'Oklahoma dans l'Université des États-Unis. En fait, dans les États-Unis, et en fait, nous avons aussi l'Université Anáhuac au Mexique. Alors, j'aimerais vous remercier de participer à cette session. Et en fait, on a plus de 1000 personnes qui participent depuis différents pays et c'est toujours bien d'avoir ce type d'informations. On est content d'être rassemblés ici. On veut développer des outils. On est ici pour apprendre et pour faire du réseautage. Merci beaucoup pour participer. Merci beaucoup, Jean. On vous remercie de ces paroles. Alors, maintenant, c'est un grand plaisir de présenter Richard Morgan. Richard Morgan était le directeur exécutif de la Commission pour la coopération environnementale. Après avoir participé dans la Commission États-Unis-Canada, il a de l'expérience dans la gestion du gouvernement, la consultation et différentes ressources. Monsieur Richard participe aujourd'hui depuis Montréal, au Québec. Bonjour à tous. Merci, Brock, de cet accueil chaleureux et cette présentation. Je suis heureux. Désolé. Ah, d'accord, on y va. Je suis heureux de voir notre collaboration avec l'Université de Waterloo se renforcer et j'ai hâte de voir nos efforts conjoints pour renforcer le réseau éco-innovation se concrétiser. J'aimerais reconnaître Andri pour son leadership et pour cette vision
vis-à-vis de la faculté de l'environnement afin de créer des solutions durables nécessaires pour relever les défis complexes auxquels notre monde est confronté, qui est parfaitement aligné à la mission ici à la CCE. Et je suis fière d'être ici avec vous pour ouvrir cette série de webinaires. Comme Brock l'a mentionné, je suis le directeur pour la Commission pour la coopération environnementale, connue aussi comme la CCE. Alors, cela a commencé en 1994, parallèlement à l'accord de libre-échange nord-américain. Notre mission a été de travailler avec le gouvernement du Canada, du Mexique et des États-Unis et de faciliter la participation du public pour aider à protéger l'environnement nord-américain. Cette série de webinaires témoigne de la reconnaissance de la CCE, de la valeur de la collaboration et de la coopération. C'est en rassemblant nos efforts et que nous sommes ici pour renforcer la capacité de nos pays et de nos collectivités afin de relever les principaux défis et de nous adapter au changement climatique. Et ça fait partie de notre travail au CCE. Nous nous engageons à soutenir les jeunes entrepreneurs avec notre défi d'innovation pour la jeunesse qui est fait de façon annuelle et qui soutient les jeunes de 18 à 30 ans et qui constitue une plateforme pour les jeunes entrepreneurs et pour les innovateurs afin qu'ils puissent partager et faire progresser leur carrière entrepreneuriale. Nous venons de lancer notre 6e défi annuel et nous avons hâte de voir les solutions innovatrices de cette année pour relever les défis environnementaux alors que nous relevons de la pandémie de COVID-19. Ban Gatouk de mon équipe vous donnera encore plus de détails sur le défi d'innovation jeunesse à la fin de cet atelier. Alors que nous ouvrons cette 2e édition de la série d'ateliers sur l'entrepreneuriat vert, j'encourage les innovateurs et les entrepreneurs d'aujourd'hui à continuer de cultiver cette créativité et cette ambition unique en écoutant les conseils et les lignes directrices qui seront partagées dans cette série de webinaires grâce à l'expertise des spécialistes universitaires, des entrepreneurs expérimentés, des jeunes et des dirigeants des peuples autochtones. Avant de céder la parole aux experts et aux conférenciers, j'aimerais également remercier aux organisateurs de cet événement et à l'Université de Waterloo qui, à travers leurs programmes et leur domaine de travail, ont démontré cette valeur essentielle d'investir dans les nouveaux leaders et penseurs. Cette série n'est qu'une des façons dont le personnel dévoué, les étudiants, les experts et les dirigeants de l'Université de Waterloo travaillent pour améliorer nos collectivités et nos environnements communs. Aussi, j'aimerais remercier spécialement notre équipe à la CCE pour ce travail excellent, pour cette initiative, pour toute l'ambition et le partenariat. J'ai hâte de voir le reste des séries et j'aimerais vous remercier spécialement. À la CCE, nous espérons que tous ces 5 ateliers puissent être source de connaissances qui puissent être diffusées à travers l'Amérique du Nord, qui nous donnent des idées, qui nous aident à soutenir notre futur. Merci beaucoup. Richard, on vous remercie de ces paroles si aimables et de votre présence et de tout ce soutien pour ces sessions. On vous remercie beaucoup puisque vous êtes visible et que vous êtes ici. À présent, nous avons 130 participants dans cette session. C'est génial. Donc, nous allons continuer. Alors, si vous venez d'entrer, bienvenue. C'est génial de vous avoir ici. Vous pouvez rechercher dans la partie d'en bas de votre écran, il y a un petit icône qui a la forme d'un globe. C'est l'icône de l'interprétation. Vous pouvez choisir la langue de votre choix, l'espagnol, le français ou l'anglais. Et donc, je vous conseille de faire clic là. Choisissez la langue avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise.
Bonjour, bienvenue dans cette session. Nous avons déjà parlé donc du sujet d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat vert pour avoir un monde plus vert, plus durable, que nous puissions coexister et être alignés à ces questions d'entrepreneuriat et aux solutions innovatrices. Nous avons 3 experts qui vont participer aujourd'hui, Claudia Sanchez, le docteur José Di Bella et Tom Wavering. Alors, la première personne sera le docteur José Di Bella. C'est un chercheur dans un projet pour accélérer la transformation durable dans le secteur privé. Il est le directeur pour transformer l'Amérique latine. C'est un projet régional afin d'avoir une liste de modèles d'affaires et pouvoir aussi voir quel est l'impact des désastres naturels. Tout cela intègre l'innovation dans le contexte du changement climatique et pour avoir cette adaptation régionale ainsi que des stratégies régionales. Il est le leader des thématiques parlementaires sur le changement climatique dans les Caraïbes et il a travaillé aussi sur plusieurs initiatives dans le Bureau des Nations unies pour la réponse aux désastres. Il a aussi travaillé dans plusieurs organismes nationaux et internationaux. Alors, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez vos réflexions sur le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Brock, pour cette présentation si gentille. Merci beaucoup. Je suis très content de pouvoir participer aujourd'hui. Alors, je vais parler un petit peu sur les projets dans lesquels je travaille avec l'Université de Waterloo et nous nous centrons dans les petites et moyennes entreprises. J'aimerais vous partager quelques leçons que nous avons commencé à générer pendant les 3 dernières années. Je suis très content du fait que cet entrepreneuriat vert nous donne cette opportunité en fait de montrer les différents aspects de cette conversation et aussi de vous présenter plusieurs points de vue sur ce que l'on fait. Moi, surtout, je suis intéressée par la mise en œuvre et j'aime réfléchir comment ces processus d'entrepreneuriat se déroulent dans le secteur privé. Transform, c'est en fait un réseau de chercheurs et de professionnels qui travaillent dans cette université. Je vous montrerai un petit peu plus là-dessus. En fait, c'est un projet de 7 ans et c'est un projet de recherche de l'Université de Waterloo. Il s'agit de comprendre d'abord les pratiques durables, comment les identifier dans la vie réelle, quelles sont les innovations qui ont lieu dans le secteur privé, mais aussi comment ces activités se développent à travers le temps et de quelle façon la mise en œuvre, l'utilisation des ressources, les partenariats peuvent soutenir la capacité des affaires à aller vers l'avant et avoir des opérations plus vertes. C'est vraiment la transformation du secteur privé qui aura un nouveau rôle qui devient une obligation pour les villes afin d'atteindre des styles de vie durables et aussi la résilience. Si on voit les conséquences que le COVID nous a laissées, mais aussi l'impact climatique. D'abord, il faut comprendre ces pratiques. Après, il faut identifier les besoins des entrepreneurs. Il faut voir quelles sont les brèches de renforcement de capacité parce que cette capacité est différente du leadership traditionnel et de la façon traditionnelle de faire des affaires. Comment accélérer la mise en œuvre de pratiques beaucoup plus vertes et plus durables? C'est le travail sur lequel j'ai travaillé. D'abord, la première cohorte de partenaires sont plusieurs universités. Ces universités ont un leader, un professeur qui travaille avec un paquet de travail similaire
pour construire des cas d'études dans la région et pour essayer de comprendre ces cas-là. Pendant l'année dernière, nous avons répandu ce projet au Mexique et en Colombie. Et donc, je travaille avec l'Agence des Nations unies pour la réduction des désastres. Et donc, nous avons ce réseau du secteur privé pour des sociétés résilientes. Il s'agit d'avoir des pratiques durables et vertes afin de créer cette résilience communautaire. Et on essaie d'être connecté, de pouvoir répandre cette durabilité et de créer ce pilier social, économique et environnemental. Et il faut voir de quelle façon les différentes activités affaiblissent les efforts pour créer cette résilience afin de retrouver des solutions et de réduire les brèches. Nous voyons l'érosion des ressources et des environnements. Alors, cet effort a été fait pendant l'année dernière. Nous avons eu une école pendant l'été et nous avons eu plus de 60 candidatures pour cette école. Ça faisait partie de ce groupe d'innovation. À la fin, nous avons eu un groupe de 10 étudiants qui ont réalisé des recherches et qui ont présenté quelques cas d'études. J'en présenterai quelques-uns. Alors, la première chose, pourquoi des petites et moyennes entreprises? Dans la catégorie canadienne, cela en fait accepte jusqu'à 500 personnes. En Amérique latine, en fait, ce n'est que 50 personnes pour les petites et moyennes entreprises, mais voilà, c'est à peu près les catégories que nous avons pour les entreprises et les organisations de cette échelle. Alors, lorsque nous parlons sur ça, on parle sur des organisations qui sont directement responsables pour une grande proportion des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est à peu près 200 millions de tonnes de gaz à effet d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce qu'on peut voir dans le secteur privé au Canada. Mais cela serait quelque chose d'assez similaire dans d'autres pays. Nous voyons que ce type d'entreprise donne de l'emploi à 9 sur 10 personnes dans le secteur privé. Mais aussi, il crée une grande partie du PIB. On voit que ces entreprises ont une contribution très importante pour les villes. Elles représentent une force potentielle. Ce sont des sources d'innovation, mais ils construisent des espaces. Elles font partie de la façon dont les villes opèrent. C'est-à-dire, il y a un grand potentiel pour transformer les communautés. Et en particulier, si vous réfléchissez au rôle qu'elles ont eu dans les agendas de durabilité, si l'on observe les efforts des villes à cet égard, on ne pourra pas accomplir cela sans la participation stratégique du secteur privé. Les entreprises seront au centre du bien-être social et communautaire. Je pense que c'est ça le rôle de cette idée-là sur l'entrepreneuriat vert. Il faut penser quel est le potentiel qu'elles ont vers le futur. Lorsqu'on a parlé sur la durabilité ou sur l'entrepreneuriat vert, je pense que cette phrase fait référence aux composants environnementaux, mais on voit des activités différentes que les organisations ou que les entrepreneurs veulent réaliser. Des résultats de ces recherches, c'est que parfois, ces organisations ont des objectifs spécifiques environnementaux, mais
qui laisse de côté les composants sociaux. Pour cette raison, je voulais vous mettre ici les ODD pour avoir cette référence et pour voir quels sont les rôles des entreprises et des investisseurs dans ce processus d'innovation. Essayez de réfléchir à cette façon dont les entreprises essaient de rechercher des solutions pour nos villes. Pour moi, cela a représenté une opportunité de commencer à travailler avec différentes entreprises et pouvoir rechercher les objectifs. Par exemple, lorsque quelqu'un essaie de faire les opérations, peut-être il y a quelques changements de mise en œuvre qu'on devrait faire pour améliorer l'efficience. Lorsqu'on commence à construire et à unir les différentes pièces, les possibilités de contribution pour cette organisation, du moins pour les processus de durabilité, pourront être plus grands. Et donc, nous avons une description beaucoup plus ample sur l'entrepreneuriat et je pense qu'on peut commencer à travailler de façon différente. Les entreprises doivent considérer les réalités des communautés où elles se trouvent. On commence à réfléchir, mais de quoi ça a l'air lorsqu'on le met en pratique? Voilà, ici, il y a des points qui sont spécifiques au cas latino-américain, mais je voulais tout simplement vous partager rapidement ces données sur l'énergie, sur des projets, sur la capture de carbone et la production d'énergie pour des projets locaux, des jardins urbains et des efforts communautaires. Il y a des entreprises qui sont conçues pour fournir ce type de produits et de services. Et donc, ils peuvent avoir ce rôle dans la communauté dans laquelle ils peuvent collaborer. Donc, on doit observer les besoins des communautés spécifiques. Il faut observer le rôle du secteur privé et ça devient plus intéressant. Nous voyons cet effort stratégique pour que les entreprises prennent de nouvelles directions qui n'avaient pas été conçues depuis le début. On a déjà mentionné dans la conversation initiale, il s'agit d'un processus continu de rénovation pour essayer de répondre non seulement aux produits et aux services que l'entreprise produit pour avoir ses gains économiques et financiers, mais pour pouvoir répondre à toute une série de besoins beaucoup plus amples. Les ODD nous donnent des cadres et des lignes directrices ainsi que des priorités politiques. Mais la réalité, c'est que dans l'entrepreneuriat, et selon mon expérience, on a besoin de spécificité. Qu'est-ce qu'une organisation peut et veut faire? Il faut maintenir cette optique afin d'établir des objectifs ainsi que des moyens de mesurer. Toutes ces mises en œuvre. Je n'aimerais pas entrer dans le détail, mais voilà, il y a des choses que j'aimerais vous partager. Voilà, c'est un projet en Baja California au Mexique. C'est en fait pour un projet d'aquaculture en haute mer. C'est un projet de conservation d'espèces en danger. Il s'agit d'avoir cette infrastructure spéciale adaptée pour une pêche durable. Mais il y a aussi un programme qui fait que les pêcheurs locaux puissent réaliser cette production d'une façon plus durable.
Ce sont des efforts verts que nous avons ici. Je n'aimerais pas entrer dans les détails, mais du côté gauche, nous avons la séquence avec les différents acteurs et les différentes façons dont une entreprise peut fournir tous ses produits et services. Il s'agit de trouver les chemins durables, les voies durables pour un travail futur. Moi, j'étais en train de parler sur les ressources financières, matérielles, les ensembles de capacités, les technologies, les éléments sociaux et différents éléments afin de mettre en œuvre ces différentes pratiques. J'ai commencé à travailler un petit peu pour comprendre ces trajectoires et les différentes étapes. Ici, nous avons une entreprise à Vancouver. Il s'agit d'une entreprise qui fait des efforts pour réutiliser des matériaux qui ont été jetés. Il s'agit de trouver de nouvelles façons parce que les entreprises trouvent de nouveaux marchés niches, ils trouvent de nouvelles façons de faire des affaires. Mais aussi, cela a un rôle très important pour le plaidoyer et pour travailler avec d'autres entreprises sur l'éducation. Il y a plusieurs parties de cet effort sur comment diriger une entreprise. Voilà, c'est un exemple de la ville de Mexico qui est local et qui est durable. Et ici, nous avons un exemple de la Colombie que je voulais vous partager. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors je continue avec la diapositive suivante. Les fondements pour les modèles des affaires et l'entrepreneuriat vert. Il y a beaucoup d'aspects non techniques. Comment les entreprises peuvent apprendre et contribuer des communautés locales, de quelle façon travailler avec d'autres personnes, de quelle façon partager les outils pour concevoir les solutions. Toutes les entreprises doivent trouver des solutions. Il y a tellement d'opportunités qui nous permettent de faire croître notre travail et d'être en contact avec les académiciens, les experts, même avec les employés. Il faut avoir cette imagination et on peut travailler ensemble afin de trouver ces solutions et même en utilisant les mesures incitatives ou les mesures traditionnelles. Il faut trouver de quelle façon donc donner aux gens les opportunités de continuer à grandir pour qu'ils puissent trouver des solutions. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup pour votre temps. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser. Merci beaucoup. Merci, José. C'était une très bonne présentation. Et évidemment, nous reviendrons sur les questions. J'aimerais reconnaître qu'il y a 140 personnes dans cette salle. Donc, si vous venez d'arriver, s'il vous plaît, faites clic sur l'icône de l'interprétation et choisissez la langue de votre préférence. Nous continuons avec notre agenda. Cette session est enregistrée. Elle sera disponible sur YouTube dans le futur et de cette façon, tout le monde aura accès à ces sessions. Et aussi, on voulait donc partager les diapositives avec les personnes qui ont déjà participé à cette session. On a hâte de partager cette information. J'aimerais présenter notre oratrice suivante, Claudia Sanchez, directrice du programme de communication des sciences. Elle travaille dans la partie de recherche sur l'organisation et communication. Elle travaille à l'Université Anáhuac, Mexico Norte. Elle travaille dans le réseau de l'Université Anáhuac. Elle fait aussi la consultation pour différentes organisations au Mexique et dans d'autres parties au monde. Claudia est représentante de sa faculté pour la mission nord-américaine ainsi que pour le réseau de l'innovation. Elle travaille avec plusieurs organisations non gouvernementales. Elle collabore dans la conception de projets
ces domaines de travail sont l'innovation sociale, le développement durable et l'environnement. Donc, Claudia, on a fait ça il y a 19 mois. On est si content de t'avoir de retour. Merci, Brock. C'est un plaisir. Je suis ravie d'être parmi vous. Je vais présenter, s'il vous plaît. Je veux applaudir la présentation de Jorge Di Bella. Les dernières diapos sont très intéressantes. Tous les facteurs qui interviennent pour l'innovation des communautés. Ma présentation parle de ce sujet exactement. Et je commence par cette diapo. Et c'est d'un collègue qui a une vision qui est très intéressante de ce qui se passe dans la Terre. Nous sommes ici tous intéressés de sauver ce monde, de la partie environnementale, de la partie économique et de la partie sociale. Et finalement, c'est la réalité qui va avoir ces trois dimensions et c'est pour cela que nous devons étudier ces trois dimensions. Je vais vous parler sur l'urgence de nous former, non pas uniquement dans les universités ou dans les collèges, mais comme des communautés résilientes en tant que responsabilité sociale et formation. J'ai fait des études pendant 4 ans qui nous permet d'avoir une vision très holistique de cette réalité. Quand tu veux sauver une espèce comme la tortue, quand tu veux sauver une forêt, la réalité n'est pas séparée. C'est-à-dire que les ingénieurs environnementaux peuvent s'impliquer et également la partie économique. Tout est combiné, c'est-à-dire que tout va avec la même vision. C'est un problème combiné. Et quand tu veux aider une communauté autochtone qui se trouve à 10 heures d'une ville qui n'a pas d'électricité, c'est-à-dire que c'est une combinaison des trois thèmes. Et donc, c'est l'urgence de pouvoir revoir tout cela parce que c'est un problème environnemental, mais nous devons également considérer tous les aspects sociaux et économiques. Nous avons parlé en théorie de la durabilité et sur différents documents, nous avons vu que cela a été précisé de cette façon. Nous avons déjà quelques investigations, quelques recherches qui ont été faites, mais ces recherches ou cette importance de la durabilité se trouve dans le monde académique, elle se trouve et n'arrive pas dans les communautés où possiblement peut avoir ou exister cela pour pouvoir le faire de façon territoriale et de façon régionale. Il faut faire des alliances plus puissantes face à cette vision dans le travail sur site que nous avons fait avec les élèves, avec des endroits problématiques. Nous voyons que la durabilité, c'est le défi plus important de l'humanité. Et il faut avoir plus de connaissances, plus de valeurs, plus de savoir-faire et aux professionnels, chez les professeurs, chez les familles. Elles ne doivent pas rester uniquement aux chercheurs ou aux personnes qui se trouvent dans un congrès. C'est-à-dire que nous devons aller avec ce capital, avec ce qui se passe dans ces communautés. Et avec cette présentation, euh, je veux, dans le rapport de la planète vivante 2020, ce rapport nous parle de la perte drastique des espèces et de la biodiversité. Cela est un problème très grave, comme nous le savons tous, parce que la biodiversité est fondamentale pour la vie humaine dans la Terre. Et nous la détruisons d'une façon drastique.
Et nous faisons donc, ce rapport fait le suivi de milliers de mammifères, de milliers d'animaux qui sont qui sont détruits. Et donc, en maintenant ces animaux nous permet d'avoir une planète plus saine, avec plus de santé. Nous avons moins de 68%, je ne sais pas aujourd'hui, en 2022, quel est le chiffre, mais nous avons moins de 68% en 2018. De l'eau potable, nous avons moins du 84% dans les populations. Et une de 3 espèces d'eau potable est en risque de, d'être perdue. Bien sûr, les grandes espèces également. Euh, Cette diapo est très représentative parce que nous voyons comment en 2010, il y avait une combinaison de thèmes qui étaient les prioritaires et ce qui provoquait la perte de la nature, mais également d'autres pertes qu'il y a dans l'humanité. Et il y a beaucoup de problèmes et il fallait trouver des solutions à ces problématiques. Nous avons donc voir quelles sont les menaces, et ces menaces sont environnementales. Et c'est pour cela que nous soulignons et nous réfléchissons sur cela. Ce n'est pas parce que c'est une mode, ce n'est pas parce que nous aimons la nature, c'est parce que nous allons avoir des problématiques sérieuses, très sérieuses dans le monde qui vont affecter la situation économique, la situation sociale. Et il y aura plein de désastres que va souffrir l'humanité. En Amérique latine, par exemple, c'est la plus affectée par cette perte de biodiversité parce que c'est une zone très riche où nous avons beaucoup d'espèces en animaux, nous avons des insectes, nous avons des plantes, faune, flore. Il y a un collapse de pollinisateurs. 78% de l'abondance des insectes, par exemple en Allemagne, entre 2008 et 2017, 49 en abondance de papillons et 8,8 de pertes par décennie à niveau global de la menace aux insectes. Et on le voit, quand j'étais petite, moi je me souviens que mon père devait nettoyer souvent la voiture, et maintenant, si tu prends la route, on se rend compte qu'il y a plus d'insectes. Donc, et la voiture aura de la poussière, mais pas d'animaux. Et la perte de biodiversité du sol, c'est une grave menace parce qu'il y a beaucoup de pollinisateurs et des écosystèmes qui sont en train de disparaître. La disparition des espèces de plantes, par exemple au Mexique. Je vois que beaucoup d'entre vous sont de différentes parties de la République mexicaine. Et nous utilisons les plantes pour faire des médicaments. Nous utilisons des plantes pour des différentes fêtes, pour la cuisine. Et cette perte de la biodiversité des plantes, des végétaux est très importante également pour les cultures. Et l'humanité perd tout cela. Et cela a à voir avec la sécurité alimentaire, cela a à voir avec les déchets, par le gâchis des aliments. On n'est pas conscient des méthodes de rationalisation. Nous jetons, il y a des aliments qui servent encore. En tant que citoyens globaux, nous devrions apprendre à faire cela. Nous perdons la Terre à une vitesse impressionnante. Les mers, 13% de cette zone est considérée sylvestre. Et nous avons la cerise du gâteau, et c'est le changement du climatique. Au-delà du fait
que l'être humain fait face à ces pertes à cause de l'activité humaine, parce qu'on ne donne pas l'importance suffisante, parce qu'on ne donne pas l'importance aux ressources, on perd cela également à cause du changement climatique. Quels sont, est-ce que nous devons nous préoccuper en faisant des thèses? Comment est-ce qu'on peut récupérer les forêts? Comment améliorer ce style de vie naturel? Nous devons penser également aux coûts qu'au futur, pour le développement, cela va avoir, pour notre développement alimentaire. Si la biodiversité termine et s'il sera beaucoup plus cher d'avoir des aliments, il y aura bien sûr un impact économique et cela a un impact bien sûr à la sécurité alimentaire de toute l'humanité. Et nous savons tous qu'une planète saine, en santé, est primordiale pour des personnes saines, en santé. Donc, la question qu'on se pose est quelle sorte de citoyen a besoin de cette planète? Est-ce que, est-ce qu'on se prépare pour comprendre ce que c'est les ressources naturelles? Quelles sont les alliances stratégiques que nous pouvons avoir pour développer des innovations? Je pense que cela se trouve en deuxième plan. Les familles se réunissent, etc. Mais je ne vois pas réellement une initiative, un modèle qui nous permette qu'on intègre ces communautés pour qu'elles connaissent, pour qu'on connaisse depuis tout jeune, depuis tout petit, nos ressources, qu'on connaisse et quelles sont les possibilités d'innovation dans ces territoires et comment avoir une alliance stratégique en faisant un corridor biologique, par exemple, les corridors qu'on partage. Nous devons avoir des connaissances, savoir-faire sur l'environnement, sur le corridor biologique, sur la diversité des espèces, avoir une vocation territoriale sur le capital naturel des vulnérabilités et les externalités. Cela ne doit pas être un thème uniquement pour ceux qui étudient une carrière ou qui font des études en écologie, en changement climatique, corridor écologique, évolution d'impact environnemental, toxicologie environnementale et à la situation internationale, mais des entreprises internationales également. Cela ne peut pas rester dans une université. Nous devons communiquer cela aux communautés qui peuvent occuper toute cette information pour pouvoir trouver des solutions à ces problématiques. Des valeurs comme la responsabilité sociale et la participation communautaire, la solidarité et la subsidiarité. Et quel est ce savoir-faire d'avoir une participation, d'avoir une collaboration, même si nous appartenons à des idéologies différentes, à des partis différents, nous devons nous centrer à sauver cette planète. C'est l'endroit où nous vivons. Et ce sont parfois ces communautés autochtones et ceux qui peuplent ces communautés, ceux qui connaissent. Et nous ne sommes pas en train de récupérer tout ce savoir-faire. Tout cela reste seulement aux personnes qui font des livres très jolis concernant leur communauté, mais nous n'appliquons pas les paquets éducationnels, didactiques, pratiques pour ces communautés. La réflexion et la leçon que je veux tirer, c'est dans quelles conditions nous allons habiter cette planète si nous ne parlons pas de ces sujets, si nous ne développons pas une conscience nouvelle. Et avec cela, donc, je termine ma présentation et j'espère que je laisse une réflexion importante pour nous tous. Merci bien. Merci beaucoup, Claudia. C'était une excellente présentation, une présentation excellente. Et en fait, nous avons plein de choses sur lesquelles réfléchir. Je suis sûre que nous aurons des questions supplémentaires pendant qu'on participe, mais il faut attendre un petit moment pendant que je présente notre panéliste suivant. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-les dans la fonction de questions-réponses. Et nous aurons le temps après les présentations. À présent, c'est mon plaisir
de vous présenter l'orateur final, Tom Waverin. Tom est un éducateur, un constructeur d'écosystèmes. Il est le fondateur directeur exécutif de IHO, l'université de l'Université de l'Oklahoma. Il a lancé plusieurs programmes sur l'économie de l'innovation. Il a donc déjà vu comment générer un impact économique pendant les dernières années. Tom aussi se trouve dans la faculté d'entrepreneuriat et avant de s'unir à l'Université de l'Oklahoma, il était le vice-président des technologies chez Automation Inc. Tom, c'est génial de t'avoir ici parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Brock, et c'est un honneur d'être aujourd'hui parmi vous. J'aimerais partager quelques-unes des activités que nous avons. Alors, ma présentation sera un petit peu différente des deux premières. Je pense qu'ils ont fait un très bon travail pour parler sur les problèmes, sur les façons différentes de faire participer les personnes au niveau communautaire, au niveau de l'entreprise. Mais ma conférence se centrera surtout sur les personnes qui se trouvent aujourd'hui dans cette session. Vous voulez sûrement faire quelque chose. Et par exemple, l'université, le gouvernement, ils font des choses pour que ces idées deviennent des actions. Et c'est ça ce qu'on est tous en train d'essayer de faire afin d'avoir des façons plus durables d'agir. Alors, encore une fois, il y a plein de façons différentes de décrire un entrepreneur vert. Parfois, ce sont des personnes qui vont prendre des affaires, des entreprises ou des communautés et ils vont faire qu'ils fonctionnent d'une façon plus durable. Ils vont essayer de faire qu'ils aient un comportement beaucoup plus amical avec la nature. Et voilà, il y a d'autres personnes qui disent, d'accord, on fait ces choses de cette façon à présent, mais peut-être qu'on pourra les changer. Il y a plusieurs approches liées à l'entrepreneuriat vert, mais vous avez déjà cette idée. De quelle façon la communauté ou les organisations peuvent soutenir ce que vous faites pour que cette idée devienne une réalité. J'aimerais parler un peu plus sur ce que nous faisons ici à Oklahoma. Peut-être cela sera utile. Cela pourra vous inspirer, vous donner quelques idées sur comment créer cet écosystème et peut-être utiliser ces concepts. Il s'agit de pouvoir transformer cette idée dans un projet vert réel. Alors moi, je suis au Tom Love Innovation Hub dans la ville d'Oklahoma et nous travaillons non seulement dans l'entrepreneuriat vert, mais dans tout type d'entrepreneuriat. On essaie d'aider les personnes à concrétiser ces idées. Et on était d'abord inspiré par cette partie-là d'être un entrepreneur vert, d'aller dans une entreprise après être diplômé et faire un bon travail. Mais en fait, on voulait réaliser quelque chose. Et lorsque nous avons participé d'abord avec le réseau de l'innovation, c'est qu'on était vraiment intéressés. Donc, on voulait développer ça à Oklahoma. On n'est pas dans la côte ouest, on est plutôt au milieu des États-Unis. Et il y a plein de choses qui se trouvent dans les côtes qui ne se trouvent pas au milieu de l'État. Alors, on devait faire beaucoup plus de connexions, on avait beaucoup plus de soutien afin d'avoir cette approche holistique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que de plusieurs façons, c'est la même chose lorsqu'on parle d'entrepreneuriat vert. Lorsqu'on commence à faire
des affaires, lorsqu'on commence à s'inquiéter pour l'environnement, les règles qui définissent l'accomplissement de cette entreprise seront différentes que celles d'une entreprise traditionnelle, c'est-à-dire gagner de l'argent et devenir riche. Parfois, c'est un petit peu plus dur que dans un environnement traditionnel d'investissement. On peut dire, ah d'accord, on a cet argent. Et donc, évidemment, cela va nous prendre peut-être 10 ans pour pouvoir faire de l'argent. Et alors, il y a des personnes qui font ces investissements verts, mais en général, les gens qui font ces investissements veulent récupérer cet argent. Alors, on a commencé à travailler du côté de l'université. On a commencé à travailler sur toutes ces idées et les startups futures. Une façon de le faire, c'est que ici à l'université, nous avons plein de ressources. Nous avons des imprimantes 3D, des ordinateurs, des programmes d'ordinateurs et ils peuvent être disponibles pour son utilisation. Et peut-être que vous voulez venir à Oklahoma et vous pourrez utiliser toutes ces ressources-là. Et en fait, si vous n'avez pas d'idée comment utiliser ces différents outils, on a aussi du personnel qui pourra vous enseigner. Et si vous êtes un expert, bon, vous pourrez le faire tout seul. Alors, on essaie d'éliminer toutes les excuses que les personnes pourraient avoir, parce que si quelqu'un dit, d'accord, je veux faire ça, mais je n'ai pas accès à cet outil, génial, il est là. Et alors, on veut le faire d'une façon plus active. Sinon, cela ne serait qu'une idée, mais on l'a transformée en une réalité. Dans quelques semaines, nous aurons un aperçu général sur cet entrepreneuriat vert. Pendant la semaine dernière, un des étudiants pourra partager son histoire. Et en fait, nous avons quelques étudiants de géologie qui voudront le partager. Mais pour faire cela, on aura besoin de plus de travail. Et lorsqu'ils nous ont finalement trouvés, on peut vous dire qu'on aime interagir avec les gens. En fait, on peut vous dire que ces étudiants qu'on a aidés ont gagné le prix pour la séquestration de carbone. Et donc, dans les domaines où vous travaillez, que vous travaillez dans un laboratoire, dans une université, il y a des choses que vous pouvez utiliser pour vos entreprises. Alors, vous pouvez l'utiliser. Ici, à Oklahoma, on l'a fait. Une autre chose que nous avons fait, c'est que nous avons commencé quelques programmes. Et encore une fois, de quelle façon peut-on inviter un étudiant ou quelqu'un qui a ce genre d'idée? Je ne parle pas des gens qui seraient motivés par gagner cet argent, mais je veux dire, il faut comprendre comment fonctionnent ces technologies. Il faut comprendre comment on peut mettre à l'échelle ce projet de façon holistique afin d'avoir l'impact que nous désirons. Alors, il s'agit d'avoir un programme qui puisse avoir ce renforcement de la communauté. On peut aussi réaliser quelques activités liées à l'entrepreneuriat social et on peut travailler avec des gens qui essaient de développer un produit. Il y a une véritable faisabilité économique grâce à toutes ces technologies. Et alors, on peut vraiment accomplir les deux critères. Il y a un autre catalyseur de ce programme et on se centre sur le programme d'innovation nord-américain. C'est un programme de 4 millions de dollars. Et donc, voilà, c'était les critères
pour le programme de recherche sur l'innovation des petites entreprises. En fait, il s'agissait de pouvoir concéder des ressources à ces entreprises et de voir de quelle façon peut-on récupérer cet investissement à très haut risque et le faire d'une certaine façon où ces idées pourront être transformées dans des projets très accomplis. Alors, les affaires ou les entreprises ont continué à grandir, ils ont récupéré plein d'impôts et voilà, nous avons cette histoire de succès. Encore une fois, d'avoir tout cet argent, c'est génial. Il n'y a pas d'impact sur le capital. Ce n'est pas un crédit, c'est-à-dire on peut obtenir tout ce qui est possible et cela nous aide à affronter les différents risques de gestion dans les premières étapes. Je peux dire, ah d'accord, j'ai une idée. Je ne sais pas quelles seront les étapes à suivre. Je ne sais pas exactement quelle technologie je devrais utiliser, mais génial, j'ai besoin de l'argent et on va résoudre ça. Alors, lorsqu'on a ces ressources, on dit, waouh, on a tous ces startups à travers le pays. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le pays où les gens savent que ce programme existe. Donc voilà, ce sont quelques-unes des choses que nous avons fait. C'était de créer quelques programmes ici à Oklahoma. Pour que les différentes entreprises puissent avoir accès à ce financement. Donc évidemment, on ne va pas avoir la somme de 4 millions de dollars, mais nous avons deux phases. Dans la phase numéro 1, il s'agit d'avoir une idée. Alors, le gouvernement fédéral peut attribuer 200 000 dollars pour la développer. Après, nous avons cette idée et à présent, on a cet argent pour la mettre en échelle. Et ce qui est assez intéressant, on peut voir quelles sont les différentes solutions. Lorsqu'on voit qu'il y a en fait plusieurs groupes qui participent de façon active dans la recherche et dans les différentes activités des startups, le département de l'énergie ou des groupes, par exemple, des fondations scientifiques, avec toute cette technologie d'avant-garde. Et en fait, il y a de grands polluteurs et comme résultat, ils veulent rechercher quelles seraient des solutions à ces problèmes. Et donc, évidemment, nous avons aussi l'agence de protection. Toutes ces agences donc, font partie de ce programme. Ils vont diviser ce montant. Et en tant qu'entrepreneur, il faut avoir toutes ces idées. Si vous êtes aux États-Unis ou si vous avez des amis aux États-Unis, ce programme de recherche sur l'innovation des petites entreprises serait une très bonne opportunité. Et à présent, j'ai parlé du BIR. Si je dis, moi, j'aimerais recevoir ce montant, moi, j'ai une très bonne idée, que faut-il faire après? Je suis très content d'annoncer un nouveau programme national qui sera lancé pour aider plusieurs startups partout dans les États-Unis afin d'envoyer ces candidatures pour le financement. Ce qu'on fait en faisant partie de ce programme, on pourra vous aider. Par exemple, si vous dites « Ah, j'ai une idée », on vous dira « D'accord, vous devez écrire cette proposition. Vous devez définir les stratégies. Génial, on est déjà là. On va vous aider pendant tout ce processus et pendant toutes les étapes en ce chemin. » Alors,
Si cela est intéressant pour vous ou si vous avez des amis qui seraient intéressés de participer à ce programme, les candidatures sont déjà ouvertes. Et encore une fois, lorsque vous allez envoyer votre candidature pour ce programme, donc vous pouvez nous appeler, on pourra vous connecter à ces différentes opportunités de financement. Et il y a plusieurs bourses avec des montants différents, encore une fois. C'est de l'argent, ça ne prend pas du capital. Et encore une fois, j'ai déjà mentionné tous nos programmes différents qui sont pour les startups. On comprend que nous sommes dans cette étape, cette première étape pour les idées. Si vous pouvez recevoir plus de soutien pour ces idées afin de les enrichir et de comprendre, ces idées sont beaucoup meilleures, elles auront beaucoup plus d'opportunités d'avoir du succès. Donc voilà, vous pouvez trouver notre information de contact et le CCE pourra partager ces diapositives pour que vous ayez l'information. Donc, Brock, on revient avec toi. Merci beaucoup de cette information. On a vu quelques-unes des questions. Et alors, j'aimerais inviter les 3 panélistes. J'aimerais leur proposer d'allumer leur caméra pour commencer notre séance questions-réponses. Donc, la section des questions-réponses qui se trouve dans la partie tout en bas de l'écran est déjà ouverte. Alors, nous voyons qu'un des sujets qui surgit parmi ces questions, c'est celui de l'économie circulaire. Et c'est enthousiasme. Je vais commencer avec Claudia. Question sur l'économie circulaire, c'est une question de Miguel, était sur les défis de réfléchir sur ces idées dans le contexte des communautés qui affrontent la pauvreté et la famine. De quelle façon peut-on présenter ces questions et ces thématiques à des communautés qui ont déjà des problèmes? Bon, cette Cette question est question est très très intéressante. intéressante. Avec Donc, la je parlais avec la municipalité de municipalité de Naucalpan au Naucalpan Mexique, au Mexique. Je leur concernant demandais ce le qu'ils allaient faire avec modèle de leur modèle gestion des de résidus. gestion Une de des idées était résidus. de faire Une de ces idées, un c'était de faire un pilote, projet un pilote programme avec pilote avec une communauté où il y a des acteurs assez importants parce que les gens qui participent, par exemple, dans la récupération des matériels pour qu'ils puissent être recyclés et réutilisés, vient de différentes parties. Tout d'abord, il y a la partie des consommateurs, il y a d'autres personnes qui travaillent avec les déchets et qui vendent ces déchets. Mais il doit y avoir tout un groupe de personnes pour voir comment est-ce que cela peut être inclus. Parce que les grandes entreprises voient tout l'argent qui est impliqué dans tout le recyclage et dans tous les processus, mais ils n'intègrent pas les communautés locales ou aux acteurs qui participaient déjà dans ce processus. Donc, ma recommandation est de commencer par une identification très profonde, très ponctuelle de tous les acteurs de cette communauté. Faire un modèle, un petit modèle et l'appliquer avec certains matériels uniquement pour voir comment est-ce que cette économie circulaire peut être appliquée, quelles sont les destinations qui participent, etc. Et vérifier que ce ne soit pas uniquement un processus propre et la destination des produits, mais l'amplification de la participation économique de tous les acteurs, c'est de toutes les parties prenantes. Et c'est par recommandation. C'est tout. Merci, Claudia. José, c'est ton tour. Miguel qui avait posé cette question précédente, il voulait savoir ce que
cette entreprise à Vancouver, cette entreprise de réacheminement des résidus qu'est-ce que cette entreprise fait avec ces résidus? Et est-ce que, en fait, vous pourriez nous donner plus de détails sur les différentes activités de l'économie circulaire? Et quelles sont les autres opportunités dans d'autres endroits? Oui, merci. J'aimerais en fait commenter sur la partie des communautés. Je pense que c'est très important d'avoir la responsabilité de ces pratiques environnementales. Il y a quelques communautés qui pourraient être moins responsables. On sait qu'il s'agit de la justice climatique. Et il faut encadrer cette discussion dans cette thématique. Mais une chose que nous avons identifiée dans notre travail, c'est que les entreprises qui créent des partenariats avec les groupes communautaires qui sont moins informés, et si ces activités dépendent pour leurs moyens de subsistance, l'entreprise aura un rôle non seulement pour accomplir cette responsabilité corporative qui est seulement un mécanisme, mais ils ont cette fonction. Ils doivent voir de quelle façon leurs investissements sont alignés aux besoins communautaires. Et je pense que c'est une partie importante de notre conversation dans l'entrepreneuriat et surtout lorsque l'on parle sur la durabilité. Il y a des choses qui doivent être réévaluées. Ce retour ne sera pas si rapide, mais la vision, c'est de pouvoir le répandre. L'exemple du cas de Vancouver, c'est une petite entreprise. En fait, il n'y a que 3 personnes, plus 3 personnes de soutien. Et en fait, ils ont ce modèle de récupération de la construction, c'est-à-dire qu'ils vont travailler avec des entreprises de construction. Ils vont leur dire, s'il vous plaît, ayez donc séparer les différents matériaux que vous utilisez, les métaux, les briques, etc. On va les récupérer et on pourra les redistribuer. Quelques-uns de ces déchets iront au site d'enfouissement. Quelques-uns de ces déchets iront directement à des points de vente pour les industries, par exemple, à Vancouver. Ils sont en train de réfléchir comment réutiliser tous ces déchets. Il faut voir quelles sont les connexions entre 2 domaines pour récupérer ces déchets, mais on peut réfléchir sur d'autres idées. Et ces entreprises trouvent ces opportunités. J'étais en train de travailler avec une autre entreprise avec la Californie et dans le secteur agricole, mais aussi j'ai parlé sur les déchets du secteur de la pêche. Il faut commencer à créer ces partenariats pour avoir un modèle circulaire. Et il s'agit de comprendre où on est situé en termes du projet de biogaz en Colombie. D'abord, il est surgi à partir d'un appel ouvert de la part du gouvernement et c'est une entreprise qui a créé des partenariats d'abord avec des agences de l'ONU pour recevoir l'assistance technique et dans 2-3 ans, ils ont pu obtenir du soutien technique de la part d'entreprises similaires pour continuer à travailler dans ce sujet. Mais de toute façon, ils pouvaient vendre l'énergie qui était produite dans la communauté à un prix pas élevé et ils vendaient cette énergie surtout aux communautés des alentours. Donc, il y a plusieurs façons traditionnelles de créer des partenariats. On peut
voir quels sont les composants économiques de notre projet, mais on peut voir aussi les aspects sociaux et communautaires. Et on peut voir quels sont les besoins qui doivent être résolus afin d'aller vers l'avant. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment de l'information très riche et j'espère qu'on pourra répondre à quelques-unes des questions. Donc, Tom, donc évidemment, l'accès au financement est intéressant. Il y avait une question de Daima qui parlait sur les idées non technologiques qui pourraient recevoir aussi ces financements. Et donc, j'aimerais dire à Claudia, José et Tom, y a-t-il d'autres types de ressources qui sont disponibles qui pourraient aider les entrepreneurs au Mexique? Et où est-ce qu'on pourrait avoir accès aux dollars américains aussi? Je pense qu'il y aurait des choses très intéressantes qu'on pourrait faire. Tom, on te donne la parole. Oui, merci, Brock. J'aimerais qu'il y ait plus de choses qu'on pourrait faire au niveau international, que les gens aient accès à cet argent. Mais pour répondre à la question sur les technologies, en général, les gens, lorsqu'ils pensent au programme de la stratosphère, ne comprennent pas très bien. Ah, tu dois avoir un doctorat. Ah, d'accord, tu dois avoir de l'intelligence artificielle, etc. Mais en réalité, on pourrait avoir un groupe comme quelques départements américains. En fait, il faut rechercher différentes méthodes. Par exemple, cette partie technologique pourrait être un site web, une application mobile. Il s'agit vraiment de savoir, est-ce que tu as une idée innovatrice pour résoudre un problème qui aurait un risque aussi grand qu'une banque ou ne voudrait pas te donner ce chèque? C'est exactement ce type de projet que nous aidons et que nous soutenons. Claudia, est-ce que tu connais quels programmes peuvent soutenir les entrepreneurs au Mexique? J'ai vu que quelques entreprises font des alliances stratégiques, parfois avec des organisations civiles dans des concours, qui propose peut-être que tu aies une bonne idée comme équipe, comme communauté, comme jeune en tant que jeune. Et il y a quelques paramètres. Et quand il y a un gagnant, on finance les projets. J'ai vu cela surtout dans les universités. Constamment, nous recevons ces informations. Les institutions du gouvernement, parfois, ont ces convocations, mais je ne vois pas une initiative ponctuelle comme la TOM et que je trouve fabuleuse. Le modèle américain, nous savons qu'il est construit et structuré pour cela. Au Mexique, on le fait de façon différente et c'est plus local. Excellent. And Jose, you've worked in a number of different jurisdictions and countries. Alors, toi et José ont travaillé dans de nombreuses juridictions et de pays. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton travail dans le contexte latino-américain? Je suis d'accord. Moi, j'ai travaillé dans les conseils scientifiques et la partie de recherche. Donc, je n'ai aucune idée spécifique, mais aux États-Unis et au Canada, ils ont créé ces écosystèmes sur l'innovation, les hubs d'innovation. Et ils continuent à travailler dans l'espace financier. Mes attentes seraient qu'on va commencer à avoir plus de centres financiers pour les pays latino-américains et des opportunités. Le programme que Tom a décrit est fantastique parce qu'on a vraiment besoin de ce type de programme pour encourager les idées. Et je pense que du côté de l'entreprise, on a besoin de ces opportunités afin de pouvoir opérer.
sans des limites spécifiques, mais pour essayer de modeler ce qu'on veut faire. Je pense que ça serait une priorité pour nous. Et pour les participants canadiens, il y a plusieurs structures qui pourraient vous aider si vous êtes à Ontario. Il y a le Centre pour les petites entreprises. Il y en a plusieurs dans la province. Ils ont un rôle très important et qui font ce que Tom décrivait. Et à travers le Canada, il y a plusieurs organisations et la majorité des communautés, surtout les communautés autochtones, ont des programmes de financement pour soutenir ce type de choses. Donc, évidemment, je pense qu'on pourrait partager plus d'informations parce que nous avons tous un petit peu d'informations, mais on n'a pas toute la grande image. Alors, nous avons une question de Jason qui était très curieux. Tom, qu'est-ce qui t'a inspiré d'aller vers l'espace privé? Pourquoi est-ce que tu avais ce désir d'avoir ce changement? Bon, je dirais que du moins ma trajectoire, lorsque je travaillais pour des entreprises, je voyais le potentiel que les universités ont, de grandes innovations, de grandes idées, de grandes choses. Mais je n'ai jamais vu que les universités fassent quelque chose qui soit suffisant pour aider qui que ce soit. Alors, on voulait donc aider les universités à commercialiser ces idées. Et cela, c'était génial pour nous. Mais comme je l'ai déjà dit, c'était formidable pour nous. Mais comment peut-on faire pour que ce soit formidable pour plus de personnes? J'avais cette idée. Je voulais en fait aller du monde corporatif et me rapprocher du monde universitaire pour voir de quelle façon ce système fonctionnait. Et mon entreprise à Washington pouvait voir donc ces programmes et on a commencé avec 100 petites startups parce qu'on voulait vraiment changer la région. Cet intérêt s'est répandu dans les différentes choses qu'on fait ici. On essaie de résoudre les grands problèmes et parfois les gens ont l'approche de « je vais faire ça, je vais faire ça ». Mais en fait, on peut parler à nos amis dans d'autres pays. De quelle façon peut-on connecter pour faire toutes ces choses différentes et pour avoir une solution plus holistique? Parce que ce ne sera pas seulement formidable pour moi, ce ne sera pas formidable pour mon entreprise seulement, mais ça sera formidable pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup, Tom. Merci beaucoup à tous les participants. Et nous avons encore 5 minutes. Donc, j'aimerais inviter Ben Wakest de la Commission pour la coopération environnementale. Ben a travaillé sur les domaines de la diversité. Elle travaille avec la jeunesse. Elle travaille sur des initiatives du type qu'on a déjà mentionné aujourd'hui. Et donc, elle travaille sur le défi de l'innovation pour la jeunesse. Et donc, voilà, c'est une compétition avec un prix monétaire. Et donc, Ben, on te donne la parole. Merci beaucoup. Et merci à tous les spécialistes aujourd'hui pour cette conversation si intéressante. Comme Brock l'a dit, je vais vous partager le défi annuel pour la jeunesse. C'est pour les entrepreneurs jeunes à travers l'Amérique du Nord pour qu'ils puissent partager leurs innovations, pour qu'ils puissent faire cette compétition pour un prix monétaire. Donc, ils peuvent nous dire de quelle façon affronter leurs défis environnementaux dans leur communauté. J'aimerais savoir si je peux partager. Cette année-ci, Kim a eu une innovation pour le relèvement de la COVID-19, des solutions inclusives pour les communautés. Il s'agissait de trouver des solutions afin de pouvoir répondre aux problèmes provoqués par la COVID-19 et liés à la durabilité.
Il a traité plusieurs domaines pour la promotion et l'éducation environnementale dans les communautés, l'économie sociale et solidaire, parmi d'autres domaines. Donc, si vous êtes intéressé et que vous aimeriez participer dans ce défi ou que vous connaissiez quelqu'un qui pourrait participer, on vous encourage à entrer dans notre site web de la CCE où vous pouvez aussi nous envoyer un courriel. Et si vous voulez faire le suivi sur ce défi, vous pouvez nous suivre dans nos réseaux sociaux et vous connaîtrez les développements les plus importants. Si vous envoyez votre candidature, vous aurez l'opportunité de partager votre solution avec les fonctionnaires les plus importants de l'environnement au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Et vous pouvez gagner aussi 1 500 $ canadiens. 15 000 $ canadiens. Alors, à présent, je donne la parole à Brock. Merci beaucoup. Et le défi d'innovation pour la jeunesse, c'est quelque chose de très enthousiasmant. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a ce genre d'idée très innovatrice, il pourrait participer à ce programme. C'est une opportunité vraiment passionnante. Et donc, nous arrivons à la fin de notre session aujourd'hui. J'aimerais vous remercier. Nous avons 115 personnes à présent et on sait 150 participants. On sait qu'on a eu même plus pendant cette session. Et donc, on sait qu'on n'a pas d'opportunité de financement au Ghana ou au Sri Lanka, mais on est vraiment très enthousiasmé de vous voir ici. J'aimerais remercier les organisateurs et la CCE. Merci beaucoup pour nous aider à mobiliser toutes ces ressources et on vous remercie de ce soutien que vous nous avez montré et que vous nous donnez de façon continue. Pendant presque 2 ans, je suis vraiment très enthousiasmée de voir tous ces efforts. J'aimerais remercier à nos 3 présentateurs, à José, à Claudia, à Tom. Vous avez donné plein d'informations. Je suis sûre que les gens voudront vous suivre sur LinkedIn afin de pouvoir vous parler sur ces informations et j'espère que vous continuerez à partager de l'information. J'aimerais remercier notre équipe dans le fond, l'Université de Waterloo et surtout l'équipe de la CCE. Il y a plein de gens qui dédient leur temps pour organiser ces sessions et pour rassembler toutes les pièces. Et donc, je sais qu'il y a plein de travail qui a été fait. Et j'aimerais remercier les interprètes aujourd'hui. Donc, je sais que parfois, je parle un petit peu vite et parfois, cela représente un défi. Pour interpréter pendant 7 heures et demie, ils ont fait un grand travail pour transmettre toute cette information. Et je suis très content de voir qu'il y a plein de personnes qui se joignent à cette session. Aujourd'hui, nous avons des participants de Jalisco, du Mexique et des territoires canadiens. Nous avons aussi des personnes qui se joignent à cette session depuis l'Inde. Merci beaucoup de participer à cette session et on sera de retour la semaine prochaine à la même heure et au même endroit. Et nous verrons quels sont les moyens que les entreprises déjà établies ont pour aider les entrepreneurs dans ces espaces verts. Nous aurons un participant du Mexique, de Sociolab. Nous aurons aussi un participant des États-Unis et du Canada. Ils réfléchiront aux différents moyens que les grandes entreprises ont pour être en contact avec les entrepreneurs. J'espère que vous avez bien profité de cette journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir.